Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Palais des Congrès de la Grande Motte. Et pour ce Litto TV, nous recevons Yvon Bourrel, le maire de Moguio-Carnon. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et Laurent Balesta, Bonjour. océanographe, photographe et habitant de Moguio-Carnon également. Bonjour. Merci d'être là à tous les deux pour parler de Carnon, des enjeux de biodiversité, mais aussi d'aménagement. Monsieur le maire, j'avais d'abord envie de vous demander, Moguio-Carnon, c'est quoi? C'est avant tout une certaine fragilité dans le cordon dunaire. Expliquez-nous un peu dans quelle situation se trouve votre commune. Effectivement, bonjour à toutes et tous. Je n'apprendrai rien à personne si je vous dis que le milieu dans lequel nous évoluons à Carnon est un milieu dunaire, un cordon, d'un côté la mer, de l'autre côté la lagune, de l'autre côté l'étang. Un travail qui est fait depuis des années, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est Sisyphe, c'est tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire cette fragilité que nous essayons de concilier entre le respect du milieu naturel et cette forme de conciliation avec, alors je n'aime pas le terme exploitation, mais enfin en tout cas cette démarche d'accueil pour le tourisme, puisque nous sommes en bord de mer et que nous ne pouvons pas priver nos concitoyens et nos visiteurs de ce plaisir. Et c'est vrai que nous nous bagarrons avec les éléments, et plutôt que de nous bagarrer, nous avons choisi de les accompagner, parce que finalement, quand on accompagne, je pense qu'on est plus aidant, et que cet ensablement qui a été fait en 2007, suivi ensuite de la renaturation de Lido, suivi ensuite de cette grande requalification de Carnon, où dans cette mandature, nous avons voulu redonner de la chlorophylle à Carnon. Tout ça a du sens, un sens que mon voisin Laurent Balesta incarne parfaitement par une récente exposition qu'il a bien voulu faire auprès de la commune dans notre salle à Moguio, et une incarnation d'une volonté, d'une démarche vertueuse où on ne se bat pas contre les éléments. Souvent on présente le marin comme quelqu'un qui est face aux éléments. Là, on essaie de les conjuguer, on essaie de les valoriser. Et tout à l'heure, je vous parlerai davantage de cette démarche sur l'économie d'eau, sur cette démarche vertueuse, sur cette démarche de renaturation du milieu avec la biodiversité. On y reviendra. Laurent, peut-être un mot sur cette commune que vous connaissez Oui, depuis pour suivre ce que dit monsieur le maire, cette idée de se développer en accompagnant les éléments plutôt qu'en les affrontant, évidemment, parce que de toute façon, affronter les éléments, on perd d'avance. Alors on perd peut-être pas à court terme ou sur la longueur d'un mandat, mais à très long terme, on perd. Ça, c'est certain. Et en plus, ça coûte 1000 fois plus cher. Ça, c'est des scientifiques, des biologistes qui se sont intéressés à l'économie de l'environnement, qui aujourd'hui nous calculent combien coûte le coût de réparer l'environnement. Mais c'est tout de suite des centaines de millions, des milliards pour réparer un littoral érodé. Voilà. Par exemple, si, j'accuserai personne parce qu'on remonte à des époques, mais si dans les années 50, 60, on avait construit derrière la dune et pas sur la dune, on n'en serait pas là de devoir endiguer, de devoir tout ça. Ça, c'est des données qui n'étaient peut-être pas accessibles à l'époque, mais aujourd'hui, réparer ce qui à une époque a peut-être été une économie plus facile, on est plus près du bord de l'eau, on voyait quelque chose d'intéressant à tous les points de vue. On voit très bien que ça va nous coûter très cher. Donc cette idée de travailler avec les éléments, c'est pas qu'une histoire d'être le gentil, c'est aussi d'être le malin. Le malin dans le sens d'être smart, d'être intelligent. Parce que c'est comme ça qu'à très long terme, on fait des économies, même d'un point de vue financier. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a une conscience dont vous avez été les précurseurs, les océanologues, les révélateurs de ce milieu marin, le révélateur que vous êtes, Laurent. Vous en avez été les précurseurs, vous en avez été les chantres quelque part. Et je pense que les collectivités, depuis des années, nous avons su nous saisir de cette conscience et de mener des opérations en accompagnant avec le recul stratégique. On a admis certaines choses et l'argent ne peut pas tout. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Et j'allais dire, il faut que ce soit l'intelligence collective qui préside à ces actions que nous menons
et où on s'aperçoit que finalement, nous sommes vraiment en accord parfait qu'une économie bleue ne peut ne pas tourner et ne doit pas tourner le dos à la protection de l'environnement. Alors si on s'intéresse à votre commune et notamment à ce port, 850 anneaux je crois, plus de 313 ports à sec. Place à sec, oui. Place à sec, comment on fait pour travailler cette attractivité et être au-delà d'un simple parking à bateau? Vous allez au-delà de cette image. Alors effectivement, nous essayons d'insuffler une dynamique à ce port grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies qui sont mises au service de l'économie d'eau, de la consommation d'électricité. Il y a un mot que nous n'avons pas prononcé et auquel nous pensons tous, la prévention coûte bien moins que la consommation et que le gaspillage. Donc cette prévention, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de tout ce numérique, de ces bornes intelligentes, de ces bornes connectées, de ces capteurs qui détectent des fuites, comme quelqu'un qui vous dit « tu dis des bêtises toi ». Vous voyez? Donc c'est très important d'avoir cette démarche intellectuelle et opérationnelle que d'utiliser la technologie au service de la préservation, le recyclage de l'eau. L'eau et la question de demain, malheureusement, les événements aujourd'hui à Valence, en Espagne, nous le rappellent. Mais comme ils nous l'ont rappelé à Moguion en 2003, nous avons dû faire des travaux d'endiguement formidables, terribles. Donc, arriver à économiser l'eau. Nous sommes dans une démarche de désalinisation. On étudie une manière de désaliniser l'eau, alors que nous en avons pas mal. Une mesure également avec des capteurs pour voir comment on peut l'économiser. S'il y a des fuites d'eau, comment on peut y remédier. Comment on peut faire prendre conscience à ceux qui ne l'auraient pas cette conscience, que tout cela est précieux, que tout cela est fragile. Et ce qui est fragile, eh bien, il faut vraiment, vraiment que nous en soyons les gardiens, que nous en soyons les garants. Ces premières bornes intelligentes, cette intelligence, ça marche? Vous avez des résultats concrets? Alors effectivement, depuis quelques années, entre les consommations ad libitum qui étaient payées finalement par la collectivité, par la coopérative qui est le club portuaire, aujourd'hui on arrive à avoir une conscience et des réductions drastiques justement de consommation d'électricité, de consommation d'eau. Et j'aime à dire qu'on ne le fait pas pour des considérants financiers, mais qu'on le fait pour des considérants de croyance, de sens de l'action que l'on mène, en se disant j'ai une chance formidable, je peux naviguer, cette chance il faut que je la préserve, il faut que je la préserve avec les sports de glisse, en essayant d'être le moins impactant possible, en essayant de redonner à la biodiversité toute sa richesse. Je dois être un contributeur et non pas un consommateur. On reviendra sur cette question de biodiversité avec Laurent juste après, mais il y a aussi cet effort de renaturation de la commune. Ça, c'était important pour vous. C'est quoi c'est un ensemble en fait? Alors effectivement, on parle de croissance bleue avec le port, mais il y a une grosse renaturation de la commune parce que nous avons, dans le cadre de Moguio Carnot 2030, nous avons pratiquement désimperméabilisé pratiquement 1 hectare, 800 000 mètres carrés de goudron pour justement arriver à combattre contre les îlots de chaleur. Et si la température également de la mer monte, c'est également une manière d'essayer de combattre ce réchauffement climatique. Et tout est fait, j'allais dire, c'est un puzzle, c'est un ensemble de petites choses. Une seule chose n'arrivera à rien, mais le levier, il est constitué par chaque fois, allez, hop, un petit peu pour l'eau, un petit peu pour l'électricité, un petit peu pour les cages biohuts, les 30 cages qu'on a mises pour protéger les alevins. J'allais dire, et si chaque jour on ajoute, c'est comme 1 euro à la caisse d'épargne, ou ailleurs, hein, je ne fais pas de prosélytisme. Donc cette capitalisation des consciences et des actions au service des consciences, aujourd'hui, elle n'est pas que l'apanage de Greenpeace, elle n'est pas que l'apanage des associations environnementales, elle est vraiment partagée, elle est portée. Et pour les élus que nous sommes, c'est bien de pouvoir mener des politiques partenariales avec des experts comme Laurent Balesta. Laurent Balesta, justement, dans l'imaginaire des gens, encore trop de monde pense qu'il n'y a rien dans cette Méditerranée. Carnon, c'est au contraire un bon exemple. On voit votre exposition ici au Salon du Littoral. Il y a une richesse qu'il faut préserver. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, cette richesse? De toute façon, dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Hein, ça, voilà. Et alors, il y a quelques années, j'avais fait un travail sur une année dans le Grand Port Autonome de Marseille. C'était une commande du Grand Port Autonome de Marseille
pour faire un livre sur la biodiversité du port, des eaux portuaires de Marseille. Et moi, j'avais accepté pour 2 raisons. Un, parce que j'avais négocié que je pouvais raconter ce que je voulais. Je n'étais pas là pour faire la propagande, voilà. Donc tout ce que je photographierai, je le montrerai, que ce soit le pire ou le meilleur. Et 2, j'avoue égoïstement, parce que ça me donnait accès à toute une zone immense. Le grand port autonome de Marseille, c'est gigantesque. C'est aussi la baie de Fos. Donc des zones interdites à la plongée, où personne ne plonge jamais. Donc j'étais assez excité. Et j'y ai trouvé une biodiversité. C'est pas resplendissant comme les récifs coralligènes de Porquerolles ou de Scandola ou du Cap Corse. Mais c'était très intéressant parce que ça montrait surtout qu'il y avait cette caractéristique de la vie sous-marine, c'est-à-dire cette résilience permanente. C'est-à-dire que bon an, mal an, on vit. Donc c'est un assemblage de résistants, d'opportunistes, de survivants. Voilà. Et tout ça forme un écosystème à part qui survit et qui... Parce que c'est facile de protéger un endroit où il ne se passe rien. Vous prenez une zone où il y a peu d'activité, rien, et on en fait un sanctuaire et on se gargarise de ce petit sanctuaire qui en général d'ailleurs est une tête d'épingle sur une carte. Hein. Mais bon, voilà, c'est facile de faire ça. Mais comment préserver une biodiversité dans une zone d'intense activité ? Eh ben, en prenant des mesures comme ça, très particulières, des petites mesures ici et là, mais tout assemblé ont un effet. Et surtout, l'intérêt de ça, au-delà du droit du vivant à vivre, l'intérêt, c'est que c'est une sentinelle formidable. Parce que le jour où il n'y a plus une seule moule dans le port, plus un seul mulet ou bar qui rentre, il ne fera pas bon long à vivre pour les dockers qui sont sur le port aussi. Hein. Donc il y a aussi cette valeur de sentinelle. Rien n'existe seul. S'il n'y a pas partout où l'on a une activité humaine, donc où on vit, il y a la nécessité d'une biodiversité, ne serait-ce que pour montrer que la vie est possible. Voilà, et donc la nôtre. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et ce travail, bon, je l'ai fait là, j'aurais pu le faire au port du Havre ou à Carnon ou ailleurs, parce que voilà. Et c'est très intéressant. Il ne faudrait pas croire qu'on peut se permettre de condamner des endroits pour en préserver d'autres. Il y a un effort global à faire. Et tout particulièrement là où l'activité est intense, c'est là où il faut se mettre des contraintes, voilà, qui, encore une fois, à court terme, parfois peuvent paraître très contraignantes, peuvent paraître plus chères, mais à l'arrivée, sont tout à fait bénéfiques à tous les sens du terme. Voilà. Yvon Bourrel, il faut la protéger, cette biodiversité. Vous avez évoqué les bio-huttes, cette espèce de système où on favorise le développement des petits poissons. Il faut aller plus loin. Vous avez d'autres projets pour aller... au moins sensibiliser. Il faut draguer toutes les rivières qui se jettent dans l'étang pour amener un peu plus d'eau douce à l'étang. Cher Laurent, le salaison, la cadoule, la capoulière, tout ça, il faut draguer. Si vous parlez de dragage, on peut y ajouter même le canal et les 12 000 m3 que nous avons dû sortir pour que les bateaux ne talonnent plus. C'est vrai que nous essayons de poursuivre sans relâche cette démarche vertueuse. Nous avons en ce moment un aménagement à venir sur la zone Est. On a la possibilité de construire... Deux unités dédiées à l'industrie de la mer, au monde nautique. Donc, s'il y a des preneurs, je lance l'offre. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers des formes de convivialité que sont les apéros-pontons, nous arrivons en partenariat avec des associations environnementales, avec des gens qui travaillent en circuit court. Oui, c'est à visée écologique, hein, les voilà, apéros-pontons. Voilà, les aéropontons, oui, les apéros-pontons. Alors d'abord, oui, on va nous faire... C'est la coloration un petit peu marseillaise de cela. Non, c'est surtout des invitations à partager cette conscience environnementale, travailler avec les circuits courts, travailler avec les gens qui connaissent la mer, travailler avec les usages, sensibiliser les gens autour d'un moment de partage qui n'est pas descendant. Les gens aiment bien toucher le héros que vous êtes. Les gens aiment bien que la parole soit partagée, que les enjeux soient discutés. Et les choses rentrent, ce qui paraissait la conquête de l'impossible, ça rentre dans le cadre de la normalité. Et j'aime bien cela. J'aime bien que nous arrivions... Quand nous avons fait le projet de port à sec, eh bien, nous avons eu une attention toute particulière pour l'environnement, la manière dont l'écrin était présenté, et pas simplement que des étagères. Tout à l'heure,
vous avez employé le terme garage. Justement, il ne faut pas que... personne n'a envie d'un garage. La vie pour les gens ne doit pas être un garage. La vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, nous essayons de l'encourager avec d'ailleurs une redisposition, un redéploiement du plan d'eau, mais ça c'est encore notre sujet, avec une formation de nos agents. Ça aussi, le paramètre humain est très important. Il faut essayer d'apporter cette parole de partage. Arriver à... Nous allons rénover les installations, mettre en place une unité flottante pour le club de plongée, qui sont également des sentinelles de la mer, puisque régulièrement il y a cet échange. En fait, il y a ce monde des humains qui sommes sur l'écorce terrestre, et sous cette écorce, eh bien, il y a toute cette vie qui se révèle au fur et à mesure que nous menons des actions. Et on s'aperçoit qu'on est en économie circulaire, on s'aperçoit que tout est dans tout, qu'on a vraiment besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette parole qui était portée par des précurseurs, est aujourd'hui partagée, entérinée, consommée, portée par les collectivités que nous sommes, avec chaque fois, j'allais dire, cette envie, non pas simplement d'économiser de l'argent, mais cette envie de se réconcilier avec cette nature à laquelle on a quand même donné pendant trop longtemps de grands coups de pied. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Laurent Balesta. Et bon salon à tous les deux. C'est déjà fini ? C'est déjà fini. Bonne journée. Merci. Merci Laurent, merci.